Bonjour à tous. Suite de notre série intitulée Voir les électrons. Aujourd'hui, épisode 2, et nous allons essayer de rentrer dans le détail de la densité électronique. Nous allons essayer de la voir de plus près. Alors, première chose, ici dans l'image, j'ai souvent représenté les molécules d'eau et l'épisode précédent sur la diffraction des rayons X, on a discuté de la glace et de l'eau. Mais ce n'est pas forcément un bon exemple pour ce que nous voulons faire. Nous allons ici rechercher une molécule qui a plus de densité électronique, mais qui ressemble à notre molécule de référence. Alors pour ça, je vous ai représenté donc la molécule d'eau. Ici, elle est coudée, et on veut donc un élément chimique ici qui a une valence de 1, c'est-à-dire en fait donc qui a une possibilité de liaison. Alors, on a la première colonne avec l'hydrogène, ou alors les alcalins, mais ce sont des liaisons très ioniques. Et en fait, en règle générale, en chimie, on peut substituer un hydrogène par, non pas des éléments de la dernière colonne, parce que eux, ils ont une densité électronique qui est totalement remplie. En fait, ils sont inertes chimiquement ou presque. Et, ce sont les gaz nobles, avec l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, etc. Mais plutôt la colonne juste avant, qui eux ont un nombre d'électrons qui est presque rempli. Il leur en manque un, et c'est on va dire, cet électron manquant entre guillemets qui les incite à aller faire une liaison chimique pour pouvoir partager de la densité électronique. Et donc cette colonne-là, appelée les halogènes, on y retrouve le fluor, le chlore, le brome. Et donc là j'ai choisi par exemple le chlore qui a 17 électrons. Donc on passe de 1 électron à 17 électrons, et en fait en diffraction des rayons X, on repère beaucoup plus facilement 17 électrons qu'un seul. Et on va pouvoir aller plus fin. Et plutôt que de prendre l'oxygène qui a 8 protons, donc 8 électrons, on va prendre la colonne juste en dessous, le soufre, qui a 16 protons, donc 16 électrons, mais dont la couche de valence ressemble en fait à celle de l'oxygène, avec 6 électrons de valence, et on a une valence de 2. Donc pour avoir la valence de 2, on a cette colonne-là, ou celle-ci. D'accord? Donc là, en fait, nous, on est sur la colonne des chalcogènes, et le soufre est donc, on dit, isoélectronique, ou a les mêmes propriétés à peu près de chimie que l'oxygène, sauf que là, on a beaucoup plus d'électrons. Au lieu d'avoir dans la molécule d'eau 10 électrons, on a 50 électrons, avec une densité électronique qui est bien plus fournie pour pouvoir l'étudier en détail. Donc nous allons étudier le dichlorure de soufre aujourd'hui. Bien, si on reprend la représentation des enveloppes de densité électronique, je veux regarder où sont les 50 électrons. Eh bien, en fait, je vais avoir une enveloppe qui est très grosse, qui englobe toute la molécule. On voit des formes un peu sphériques, mais clairement, on ne distingue pas très bien qui est qui. Si je veux regarder plutôt les 2 tiers de la densité électronique, donc les 66% de la densité électronique les plus intenses, les plus proches des noyaux, je me rapproche et je vois 3 sphères. On remarque de la densité électronique dans la direction, c'est-à-dire le long des liaisons. D'accord. Et si je prends le tiers le plus concentré, on a cette fois-ci plus que des densités électroniques autour de chacun des noyaux. On a quelque chose qui est un peu sphérique au niveau des chlores, alors que pour le soufre, pas du tout. On remarque ici une zone de densité électronique vraiment très près du noyau et 2 zones de concentration électronique qui ne sont pas dans les directions des liaisons. Ce sont en fait des zones de concentration qui correspondent au doublet électronique. On y revient juste après. Alors, afin de regarder un peu plus ça dans le détail, plutôt de regarder une série d'enveloppes, on va plutôt faire une analyse topologique. C'est-à-dire qu'on va couper la densité électronique sur un plan de coupe, et on va regarder son évolution comme si c'était un massif avec des montagnes. Donc là ici, on a ici des traits bleus qui représentent en fait une forte concentration,
Puis à chaque trait, on a on va dire, c'est comme une altitude ou une concentration, une densité électronique qui diminue, 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 diminue. Et l'enveloppe ici correspondrait à une densité électronique très peu concentrée, ou en termes d'altitude, quelque chose qui est proche de zéro en altitude. Donc on remarque 3 sommets et des cols. Alors, cette idée-là, c'est pas moi qui l'ai eue, elle a été popularisée dans les années 80 par un chimiste qui s'appelle Richard Bader, qui était canadien, et que j'ai eu la chance de voir une fois en conférence, qui était un très bon orateur, très convaincant, très convaincu aussi de ce qu'il faisait. Et sa théorie ou sa méthode s'appelle Atom in Molecules, parce que justement, c'était, il présentait ça comme ça, comme une démarche philosophique. C'est quoi un atome dans une molécule? À quel point l'atome conserve ses propriétés, etc. Est-ce que maintenant, avec nos données expérimentales et théoriques, est-ce qu'on peut essayer de regarder un regard nouveau sur les vieux concepts que sont liaisons chimiques, doublés, etc. Et justement, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Elle a été théorisée, en tout cas, on y a rajouté toute une partie en lien avec la mécanique quantique, d'où on parle souvent de, non pas juste de AIM, Atom in Molecule, mais de QTAIM pour Quantum Theory. D'accord? Donc il y a toute une approche théorique là-dessus, et on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. D'accord? On va rester sur une approche très topologique avec les mains pour déjà se familiariser avec ces concepts et deux outils principaux, enfin un outil principal là-dessus. Et donc, première question, c'est, nous avons une molécule, SCl2. Est-il possible de définir un territoire atomique? Serait-il possible de dire, ben voilà, ça appartient au chlore, ça appartient au soufre. Alors, les zones concentrées, a priori, c'est évident, mais ces zones-là au milieu, on pourrait se poser des questions. Alors, moi je vous propose c'est ce que souvent je propose à mes étudiants, on imagine des montagnes, d'accord? Et on est à ski. On est à un sommet et on va descendre du sommet en direction de l'autre sommet. À quel moment on change de montagne? Et assez vite, plusieurs élèves lèvent leurs mains et me disent bah, quand on remonte. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on descend, on est dans le territoire de la montagne auquel on a commencé, et après, on a changé de territoire. C'est-à-dire qu'en fait, passer le col, et qu'on remonte sur un autre sommet, on a changé de territoire. Et c'est exactement ce que l'on va utiliser comme démarcation. C'est-à-dire qu'on va considérer, donc là, voici ce qu'on appelle mathématiquement un point selle, comme une selle de cheval. À gauche, un maximum, un sommet. À droite, un maximum, un sommet. Et entre les deux, donc le long de la liaison, on va à un moment donné arriver à une pente nulle avant de remonter. Alors en pratique, en ski, en fait, on va partir à gauche et à droite pour continuer à descendre. Puisque le col, c'est un minimum que dans cette direction, c'est un maximum dans les autres directions. C'est-à-dire que si on part de là et qu'on va dans cette direction ou dans cette direction, en fait, on rediminue en densité. Mais quand on considère le chemin noir, là ici, on a un minimum, un point selle. Très bien. Alors, l'opération mathématique qui nous permet de mettre en avance, en évidence ce genre de trajectoire, s'appelle le gradient. C'est la pente. En fait, on va mettre en avant la pente et on va ainsi voir où sont les descentes, ou plutôt les montées, formellement. Donc, sur la Wikipédia, quand vous cherchez un gradient d'une fonction, il y a Martin Thomas qui a fabriqué en fait une image. Donc, le gradient monte. C'est pas un skieur en fait. C'est plutôt un alpiniste. Et d'ailleurs, c'est un alpiniste qui aime la difficulté, puisqu'il va monter sur la pente la plus raide possible. Il ne va pas chercher à faire des lacets, il va directement monter à la plus grande difficulté. Ce serait donc pour le ski celui qui descend par la pente la plus raide. Donc là ici, quand on est ici par exemple sur cette pente et qu'on part de l'autre direction, la pente la plus raide c'est un chemin tout droit. Et on voit un peu ces flèches là, ici, comme on voit. Donc là, quand on est sur un trou qui serait isotrope, dans toutes les directions serait la même pente, on aurait une forme de soleil. On aurait des directions un peu partout. Donc là, ici, si on oublie le signe du gradient, parce qu'en fait, on s'en fout un peu là,
Nous, ce qu'on veut savoir, c'est où sont les descentes ou où sont les montées, quelles sont les trajectoires que prend le gradient. Et quand on applique cette opération mathématique sur la densité, on a ce genre de dessin. Donc là, on voit bien les pentes, toutes raides. On part dans cette direction en ski. Et là, quand on part vers une autre montagne, au bout d'un moment, en fait, on va dévier soit vers la gauche, soit vers la droite, pour éviter de remonter. Puisqu'on continue de descendre le plus possible. Et on va atteindre ici des zones où, en fait, il n'y a plus de pente, là. Eh bien, justement, cette zone-là de pente nulle va nous servir pour définir la frontière et le territoire des atomes. Donc la zone de gradient nul, ou de pente nulle, pour la densité, nous permet de définir une frontière, donc là on va la marquer avec ce trait fuchsia. Le long des liaisons, qu'on appelle le chemin de liaison, là où il y a la frontière ou la pente nulle, on va appeler ça un point critique de liaison. Et d'ailleurs, on va regarder un peu la quantité de densité électronique à ce point-là et voir qu'elle est, dans des exemples après, elle est proportionnelle en fait à la quantité de liaison chimique et à la force de la liaison chimique. Donc ça va nous donner une information intéressante. Donc là ici, c'est une approche. Alors, c'est une analyse topologique, c'est pas parfait. Ce qu'on pourrait considérer un peu comme en géologie, que à la pente la plus basse, en réalité, la montagne continue d'un côté et l'autre montagne, elles ont fusionné. En termes de géologie, couper en plein milieu, c'est pas. Mais c'était déjà une approche intéressante et qui nous permet numériquement de pouvoir calculer et de séparer des frontières. Parce que sinon, en fait, c'est pas forcément évident. C'est d'ailleurs une question qui n'est pas tranchée en termes de théorie. On n'a pas de réponse parfaite. Celle-ci est intellectuellement plaisante et elle est intéressante. Et on va donc l'utiliser dans plusieurs vidéos. À partir de là, on peut projeter cette information sur la densité. Ok, donc on voit les zones où en fait on a des territoires atomiques. Bien, mais c'est un peu limité en fait. C'est-à-dire que, ok, donc ça c'est au chlore, mais où sont les doublés, où sont les liaisons et comment ça se passe, on ne le voit pas. Ce que l'on sait, on sait juste qu'à ce moment-là, on serait dans le territoire de l'un ou de l'autre. Pour regarder plus en détail, on sait que ici, la densité, elle est concentrée et elle diminue, mais est-ce qu'elle diminue de façon uniforme? Est-ce que la pente qui diminue, est-ce qu'elle est tout le temps uniforme? Et ce n'est pas du tout le cas. Et donc là, plutôt de regarder la première dérivée, on va aller regarder la deuxième dérivée. Alors, comment ça marche? Si on considère une fonction monotone, c'est-à-dire que là, ici, les traits nous disent qu'elle est totalement décroissante, tout le temps. Le gradient est donc monotone. Certes, mais à quel point il diminue, on ne le sait pas. Donc là, en fait, bon, l'image de la Wikipédia n'est pas tout à fait parfaite parce que là, la pente est nulle. D'accord? Donc on imagine que la pente, elle n'est pas exactement nulle. D'accord? Donc là, ici, on descend fortement. Là, on descend moins fortement. Et là, on descend fortement. Et si on compare par rapport à quelque chose qui serait uniforme, on aurait ici moins d'électrons que prévu, plus d'électrons que prévu. Et donc pour ça, on va donc regarder la deuxième dérivée, ou le Laplacien. C'est-à-dire que on va pouvoir avec la... C'est pas exactement la deuxième dérivée, mais dans le concept, c'est ça. C'est-à-dire que si on avait ce genre de graphique, ce serait vraiment la deuxième dérivée. Là, c'est une fonction en 3D dimension. Mais dans l'idée, en fait, c'est bien l'intensité de la décroissance et pour mettre en avant des zones de concentration. Alors, en fait, ici, les zones là de concentration sont positives parce qu'on fait l'opposé du Laplacien. D'accord? Si on fait le Laplacien, ces zones-là seraient négatives. Peu importe. En gros, ici, les traits pleins dans notre image, c'est des zones de concentration. Et les traits en pointillés, des zones de dépression par rapport à ce qui serait une densité uniforme. Ou uniformément décroissante. Regardons un petit peu plus en détail cette forme-là. Parce qu'on va l'utiliser et parce que chimiquement, elle est très intéressante. Elle va nous permettre de retrouver des choses, des concepts, et elle va nous permettre surtout de
comprendre un peu mieux ce qui est blindage, déblindage en RMN et réactivité en chimie. D'accord? Donc, on a ici donc le soufre. On a ici une zone avec des petits pointillés, donc il y a une dépression. Ici, il y a comme une forme de concentration, de dépression. Là, de concentration, de dépression. Et là, il y a une forme de concentration qui se répartit en trois zones, on va dire. Une qui est là, une qui est là, une qui est là. Alors que pour le chlore, on a quelque chose qui semble entouré, mais on a de nouveau ici une zone de dépression, concentration, dépression, concentration. Et tout autour, là où c'est le moins dense, en fait, on en a moins que prévu. On sent que la densité électronique, certes, elle diminue et elle va vers zéro, mais elle s'est quand même concentrée dans une zone. Et déjà là, ça va nous permettre de retrouver des concepts intéressants. Je pense que l'alternance de concentration, dépression, concentration, dépression, concentration devrait faire tilt sur une notion en chimie que vous avez probablement déjà vue. Je vous ai dit, la chimie, c'est une histoire des électrons de valence. Et en fait, on voit ici pourquoi. Quand on regarde la densité électronique des zones en fait ici de cœur, c'est-à-dire qu'en fait, entre chaque concentration de pression jusqu'à la dernière, en fait, tout ça, ce sont des électrons de cœur. Et la toute dernière qui, elle, se déforme beaucoup, c'est la zone de valence. C'est la dernière couche avec les électrons les plus hauts en énergie. Tous les autres électrons sont tellement près du noyau concentré, totalement sphériques, qu'ils ne ressentent pas du tout ce qui se passe. Et donc effectivement, là on voit, on a une validation du concept de les électrons de cœur, en fait, sont très peu impliqués, voire pas du tout dans la chimie, dans ce qui se passe dans l'environnement chimique, alors que les électrons de valence, eux, oui, sont fortement impliqués. D'où la chimie similaire de l'oxygène, du soufre, et en fait par colonne. Le côté périodique du tableau vient de ce concept que une fois que qu'on a rajouté des électrons et qu'on est dans une autre couche, en fait la couche précédente elle est proche du noyau et elle n'intervient plus du tout dans la chimie. Par contre, on voit clairement que la couche de valence, elle s'adapte, elle se transforme, elle se déforme, elle est même difforme en fonction de ce qui se passe. Et c'est là où, effectivement, on voit que les électrons de valence s'adaptent à la chimie et on va créer des zones de concentration et des zones de dépression. Alors, ici, on voit une zone de concentration là, ici un peu moins, une dans cette direction-là. Donc là, on voit par exemple les zones de concentration qui apportent à la liaison chimique, et là, des zones qui n'apportent pas à la liaison chimique. Alors, si maintenant on reprend les anciennes ou les représentations de SCl2, la formule développée et cette formule idéalisée, on voit que certes, elles sont peu informatives, mais elles ne sont pas entièrement déconnantes. Quand on regarde et quand on compare en fait ces sphères collées, la frontière effectivement obtenue grâce au gradient est bien droite et correspond en fait à ce genre de choses. Donc ça en fait, cette représentation là, qu'est-ce qu'elle met en avant? Elle met en avant une densité électronique qui serait plus ou moins la densité de Van der Waals, avec des coupures droites qui seraient liées aux frontières, aux densités électroniques. Et celle-ci, je vous ai dit, pour ceux qui ont fait de la chimie quantique et qui ont suivi ma série en chimie quantique, que les liaisons chimiques ne sont pas une paire d'électrons. C'est une concentration de densité électronique, c'est des électrons en fait qui sont dans des orbitales moléculaires qui permettent de lier effectivement les noyaux, mais il n'y a pas deux électrons. Et c'est pareil pour les doublés non liants. En fait, cette représentation-là, avec notamment l'idée que Lewis avait en disant que c'était deux électrons qui s'apparient, or, quand tout le monde lui a dit mais les électrons ne se supportent pas, ce sont deux charges négatives, et à l'époque il avait dit peut-être qu'à cette échelle-là, ça ne suit pas les règles de l'électrostatique, il a proposé cette idée avant la mécanique quantique. Donc il n'avait pas les moyens de proposer la bonne solution, mais en tout cas c'est pas ça. Il y a bien l'électrostatique, c'est juste que c'est pas une paire d'électrons. C'est-à-dire qu'il y a une fraction de la densité électronique qui va se concentrer. Et cette fraction-là, on la voit en regardant justement le Laplacien. Quand on met le Laplacien de la densité électronique, on voit bien qu'il y a de la densité électronique partout, mais il y a des zones de concentration
pas avec 2 électrons en entier, mais il y a des zones de concentration électronique qui nous permettent de mettre en avant de la densité dans cette direction-là, plutôt donc des zones de doublé, là, là, là et là, et des zones de concentration le long de la liaison chimique, qui seraient des zones de liaison chimique. Et on voit aussi, ce que ne met pas en avant cette formule développée, des zones où il y en aurait un peu moins que prévu, des zones de dépression électronique. Alors, ce n'est pas une lacune électronique, hein. C'est juste que dans la répartition de la densité électronique, on voit comme une faille dans l'armure, et c'est pour ça qu'en RMN, on ne parle pas de doublé et de lacune, on va parler de blindage et de déblindage. On voit ici, par exemple, que donc la couche d'électrons ici, elle est concentrée, elle est sphérique, elle protège totalement le noyau du chlore, et donc le chlore ici est blindé, alors que le soufre ici a une armure qui est concentrée dans certaines zones et qui a des failles ailleurs. Et un peu comme un chevalier qui aurait une excellente armure en haut mais n'aurait rien au niveau des pieds, et ben en fait il est plus facilement atteignable que quelqu'un qui serait entièrement en armure complète. Ben là c'est pareil, d'où le côté blindage, déblindage. Le déblindage c'est pas juste en fait un manque total d'électrons, c'est une faille dans l'armure. Et en fait elle se révèle grâce à ce genre d'outils. Et on utilisera en fait en RMN, on va faire là dans les futures vidéos, je vais vous montrer des exemples, vous amener à observer ce genre de figure et faire le lien après avec de la RMN. Ainsi, quand je vous parlerai de blindage, déblindage dans des futures vidéos, vous pourrez faire le lien entre les deux. Donc à partir de là, on a des informations intéressantes. Le petit problème, c'est justement cette habitude. C'est-à-dire de voir ici qu'il y a un trou et d'imaginer qu'il y a un trou électronique. C'est pas tout à fait ça. Donc pour éviter ça, en fait, je vais vous proposer un autre outil qu'on appelle le potentiel électrostatique. C'est-à-dire qu'on va regarder la densité électronique au niveau du rayon de Van der Waals, et là où il y a des concentrations, on va les remarquer en jaune et en rouge. Là où il y a des dépressions, on va les noter en bleu. Et donc on va ici voir apparaître des zones bleues pour les delta plus, des zones rouge-orange pour les delta moins. Donc là, il n'y a pas vraiment de zone rouge dans cette molécule. Hein, ce n'est pas une molécule ionique. Il y a une liaison qui est polaire. Il y a des concentrations, mais elles ne sont pas flagrantes. Il y a beaucoup de vert. Le vert, c'est en fait neutre. Et donc le bleu c'est un manque d'électrons, zone bleue, d'accord. Et on va dire jaune-rouge, donc là, il y a des zones de concentration électronique. Alors ce que l'on remarque, c'est ici un tout petit delta plus, on reviendra là-dessus dans de prochaines vidéos, et un cercle tout autour du chlore. Donc en fait, les 3 doublés du chlore ne sont pas dans la direction gauche-droite, et comme pourrait le remarquer, on va dire, le dessin en 2D, mais plutôt sous une forme de bouée. Et ici, le soufre, on la remarque, elle est devant, et il y en a une de l'autre côté, derrière. Et il y en a un petit peu de ce côté-là, en fait, entre les deux bananes, on va dire. Donc, grâce à cette représentation ici, le potentiel électrostatique met en avant les zones de concentration et de dépression, et coïncide avec, on va dire ici, donc le Laplacien, et cette lacune, on la voit très légèrement ici, on va dire, entre les chlores, là. Bien. Ça fait beaucoup de choses, hein, déjà. On a, première dérivée, des frontières atomiques, des territoires atomiques. On peut définir, on a une approche pour pouvoir couper la densité électronique et dire ça c'est à tel atome et tel atome. Mais surtout, en regardant la deuxième dérivée, on met en avant les zones de concentration électronique, de dépression électronique, les électrons de cœur, etc. Et on va pouvoir ainsi mieux retrouver les concepts de doublé, de liaison. Et mettre en avant, l'associer en fait à une forme de charge avec un potentiel électrostatique. Donc sur les prochaines vidéos, on va faire un peu des exercices pour se familiariser sur ces notions-là. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas. Ça pourra toujours servir à d'autres personnes qui regarderont la vidéo plus tard. Des commentaires et à apprécier la vidéo aussi et vous abonner pour la suite des séries. Je vous remercie. À la prochaine.